Alterpaint est certifié ISO 9001 et ISO 14001 en France. Qu'est-ce que ça garantit concrètement à vos clients? Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ces deux niveaux de certification n'ont plus vraiment de caractère différenciant pour les clients, dans le sens où ce sont devenus des standards. C'est-à-dire que la plupart des clients avec lesquels nous travaillons considèrent que d'être certifié ISO 9001 et ISO 14001 est quelque chose, entre guillemets, de normal ou d'attendu. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose qu'on peut revendiquer comme étant exceptionnel. Néanmoins, ne pas les avoir, à l'inverse, constitue un critère bloquant pour pouvoir travailler avec certains industriels. Donc si on n'a pas ce niveau de certification, évidemment, on aura du mal à aborder certains marchés, certains types de clientèle. Pour autant, lorsqu'on est certifié dans ces standards-là, dans ces normes-là, ça garantit aux clients un niveau d'engagement et un niveau de structure quant au traitement des demandes qui peuvent être associées à ces deux standards. Pour l'ISO 9001, ça garantit aux clients que notre structure est suffisamment organisée, suffisamment équipée, suffisamment armée pour répondre à n'importe quel traitement de qualité produit ou de problème de qualité produit dans des conditions suffisamment performantes pour s'assurer que le client n'aura pas à souffrir d'un problème de qualité de nos produits. Pour ce qui concerne le 14001, ça a une nouvelle valeur parce que ça garantit aussi à nos clients, au-delà du standard 14001, notre capacité à s'intégrer à ses propres processus de certification dans des enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui absolument incontournables, incontestables par qui que ce soit. Cette garantie à s'insérer fait que le client n'aura pas besoin d'attendre de son fournisseur que nous sommes d'un changement de niveau, d'une élévation pour pouvoir lui-même satisfaire ses propres enjeux environnementaux. Quand on sait qu'un certain nombre de nos clients sont des grands groupes qui ont eux-mêmes des obligations, cette fois-ci réglementaires ou légales de reporting dans ce sujet, c'est très important pour eux. En pratique, quels bénéfices vos clients voient le plus vite grâce à ces certifications? Alors, le bénéfice, si on peut parler de bénéfice, ou en tout cas, le principal atout qu'ils peuvent en retirer, c'est qu'ils savent que la structure est prête à répondre à n'importe quel moment, à n'importe quelle question ou enjeu dans le cadre de ces deux certifications. C'est une forme de maturité, puisque nos certifications ont aussi un âge. Quand on fait référence à un certificat, on est capable aussi de revendiquer une durée de certification. Et compte tenu de la durée de certification, puisque pour l'ISO 9001, ça remonte aux années 90, pour l'ISO 14001, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 2017, ça prouve que la structure a une maturité, donc une capacité à mettre en œuvre un dispositif de réponse dans le cadre de ces deux standards, sans confusion, sans délai, sans flou, et donc avec une garantie pour le client qui en fera la demande que la réponse sera à la hauteur de la question. Pourquoi avoir voulu porter ce même niveau d'exigence à Singapour avec Alterpaint? Alors, il faut comprendre déjà que le choix de la création d'Alterpaint de Singapour, ce n'est pas juste un choix d'opportunité, c'est un objectif stratégique. Il s'agit de pouvoir porter notre offre produit au sein de ce qui est déjà le plus grand marché industriel à ce jour et ce qui sera forcément dans l'avenir aussi le plus grand marché industriel. Donc le projet Alterpaint de Singapour, c'est ça, c'est porter l'offre produit d'Alterpaint France au cœur de l'Asie. Ce projet-là n'est pas un projet destiné à durer le temps d'une opportunité client. C'est un projet de longue haleine, c'est un projet stratégique et donc, comme tout projet stratégique, il se doit d'être pérennisé et donc d'être structuré comme l'est notre projet d'origine sur notre implantation d'origine en France. Il aurait été relativement incohérent, pour ne pas dire totalement incohérent, de considérer que l'Asie, qui a le même niveau d'exigence vis-à-vis de ses fournisseurs, ne puisse pas bénéficier du même niveau de certification et de qualification que celui que nous avons en Europe. C'était une forme d'évidence, à partir du moment où ce projet est un projet pérenne, que nous ne sommes pas en Asie pour quelques mois, que nous ayons la possibilité d'offrir à nos clients asiatiques le même niveau de certification que nous avons en France. D'autant plus que l'organisation de nos moyens de production à Singapour permettait relativement facilement de transposer ce système de certification sur notre entité singapourienne. Donc il aurait été effectivement incompréhensible que nous n'allions pas dans cette direction. Quels sont les bénéfices pour vos clients d'avoir une structure à Singapour et en quoi cette structure sécurise vos processus? Alors, il faut comprendre que la structure de Singapour n'est pas qu'une structure commerciale. L'organisation que nous avons mis en place localement est une organisation industrielle. C'est-à-dire que la proposition de valeur que nous offrons à nos clients asiatiques, c'est pas simplement d'acheter les produits que nous fabriquons ou que nous concevons en France via une succursale singapourienne qui ferait l'intermédiaire de commerce. La proposition de valeur que nous avons pour les clients asiatiques, c'est que nous mettons à proximité d'eux, même si la notion de proximité en Asie est quelquefois relative compte tenu de l'étendue de ce territoire, nous mettons à proximité d'eux les mêmes technologies que celles que nous offrons à nos clients européens, mais fabriquées localement. Donc les produits de Singapour sont fabriqués à Singapour, avec une logistique totalement intégrée au départ de Singapour, et donc les clients ont ainsi les moyens d'acheter à proximité de chez eux, avec un transfert logistique facilité, avec des délais de réalisation de produits, des délais de livraison de produits totalement réduits par rapport à ce que ce serait s'ils devaient l'importer d'Europe, et en ayant la même qualité produit, la même technologie que celle que nous offrons
offrons en Europe. C'est-à-dire qu'il y a deux marchés, le marché européen, il y a le marché asiatique, mais il y a une seule offre produit. Donc le bénéfice et la sécurisation pour les clients, c'est la garantie d'avoir une technologie équivalente à ce qu'elle serait s'ils devaient importer le produit d'Europe, mais en n'étant plus obligés de l'importer d'Europe, en pouvant l'acheter de Singapour. La différence, c'est que nous fabriquons ce qu'on appelle un consommable de fabrication. C'est-à-dire que le client ou les clients sont en général tenus, de par leur processus, d'acheter ce produit-là de façon récurrente, tous les mois, tous les 2 mois, quelquefois un peu moins fréquemment, mais de façon récurrente, ils doivent s'approvisionner. Et donc, quand vous devez vous approvisionner de façon récurrente pour garantir ou alimenter vos propres process de fabrication, le principal risque, évidemment, c'est la rupture de chaîne logistique, qui viendrait impacter directement votre propre fonctionnement. Quand on vous met à disposition dans un système de fourniture facilité, plus proche, plus direct, plus efficace, plus flexible, une technologie produit équivalente à ce que vous pourriez avoir, mais avec les risques de l'importer de très loin, forcément vous apportez un avantage très important au client et un effet de valeur ajoutée tout aussi important. Si vous deviez résumer le parcours client avec Alterprint Singapour en 3 étapes, ce seraient lesquelles? Alors, la première étape, c'est l'identification et la prise de contact avec le client. Ça peut sembler être une banalité. En soi, à la base, c'est une banalité. En Asie, ça n'est plus une banalité. Parce qu'il faut comprendre que l'Asie est un marché absolument immense dont nous n'avons absolument pas conscience quand nous sommes en Europe. Il faudrait quelquefois regarder la planisphère en décalant la planisphère sur le Pacifique pour se rendre compte à quel point l'Europe est géographiquement petite et à quel point l'Asie est absolument immense. Et au sein de cette Asie, vous avez une multitude de cultures. La seule ASEAN, c'est-à-dire l'organisation économique dans laquelle est implanté Singapour et Alterprint Singapour, c'est 11 pays. Vous étendez effectivement en dehors de l'ASEAN, vous ajoutez la Chine, l'Inde, éventuellement d'autres pays comme le Japon ou la Corée du Sud, et vous avez une zone encore plus immense que ça. Donc la première chose quand on parle de prise de contact avec le client, c'est que bien évidemment il faut l'identifier. Alors identifier une structure juridico-économique, ça se fait, mais après il faut pouvoir aborder le client dans un monde de culture qui peut être radicalement différent. On n'aborde pas du tout un client de la même façon en Chine, en Inde, en Indonésie, en Malaisie ou aux Philippines. Donc effectivement, ça c'est une difficulté parce qu'on n'a pas, nous, en tant qu'Européens, cette matrice-là. Donc il faut se préparer à pouvoir avoir ça. Et chaque pays en Asie a aussi son propre niveau d'exigence. La culture chinoise, en matière d'approvisionnement de consommateurs de fabrication, ne va pas être la même que celle des Indiens ou des Indonésiens. Donc la première étape, aborder le client en ayant conscience des obstacles qu'il va y avoir sur le parcours qui ne seront pas évidemment simplement liés à la technologie de votre produit ou au prix. La deuxième étape, c'est de parvenir à crédibiliser une offre. Parce que personne n'est naïf dans une entité comme l'Asie. Tout le monde a compris, quand on nous voit, qu'on est européen. Et on propose une offre asiatique. Ce n'est pas parce que vous faites cette proposition que d'emblée, les gens vont considérer que votre offre est 100% fiable. À la base, il faut quand même comprendre qu'ils ne vous connaissent pas. Vous pouvez les intéresser parce que vous venez chez eux avec un produit, une technologie qui les intéresse. Mais, comme on l'a évoqué dans les questions précédentes, on livre du consommable. Ils vont devoir approvisionner tous les mois. Et donc, il faut qu'ils approvisionnent dans une sécurité. Donc, il faut qu'ils comprennent que votre système est un système concret, réel, efficace et local. Donc, la crédibilité de l'offre est une partie importante de cette étape client. Et cette crédibilité, elle repose sur le temps et la patience que vous êtes prêt à investir dans cette relation pour convaincre la personne en face que vous apportez un système qui va lui convenir, pas simplement technologiquement ou économiquement, mais aussi dans le temps. Et puis, la dernière étape dans le parcours client, c'est d'arriver un jour ou l'autre, bien évidemment, à conclure l'affaire. Ça veut dire faire en sorte que le prospect deviennent un client. Et là, évidemment, vous avez bien sûr, l'Asie ne se différencie pas de l'Europe, vous avez l'étape économique, la négociation sur le prix existe partout dans le monde, mais vous avez aussi les originalités d'une fourniture, les concessions que vous allez devoir faire, les accords que vous allez devoir trouver. Chaque pays a sa façon de négocier différemment. Donc, il y a une nécessaire adaptation. Ça ne veut pas dire qu'à chaque opération, vous allez devoir réinventer votre offre, mais chaque opération va vous mettre dans une situation où il va falloir naviguer entre les écueils pour trouver la bonne voie de passage et faire en sorte que le contrat se ferme et qu'on puisse passer à l'étape de fourniture. Il y a une originalité, évidemment, liée à cette diversité géographique qui fait qu'il va falloir trouver les bons processus de réponse sans forcément rendre votre organisation ultra complexe et intenable à terme. Donc il ne s'agit pas de faire de fausses promesses, mais il s'agit quand même d'avoir une promesse qui soit suffisamment flexible et originale pour qu'elle s'adapte aux circonstances d'un client spécifique dans un pays donné. Quel est selon vous l'avantage qui crée le plus de valeur pour le client? Nos nouvelles technologies de produits à faible empreinte environnementale ont un marché potentiel très important en Asie parce qu'il y a un vrai intérêt pour ces solutions là-bas et l'Asie est en train d'accélérer même beaucoup plus vite que d'autres régions du monde dans ce domaine. Donc il y a un vrai intérêt pour ces technologies et je pense que l'atout que nous apportons, c'est justement d'offrir la technologie identique à celle de nos clients européens. C'est-à-dire cette forme de respect qui consiste à dire que même si les conditions économiques de marché peuvent être complexes en Asie parce que très concurrentielles, nous ne trichons pas. C'est-à-dire que nous ne sous-estimons pas la qualité de la demande asiatique et nous avons vraiment l'intention d'organiser un système qui permette de porter la même technologie. Ce qui est
relativement difficile et finalement pas si fréquent. Souvent, on constate que nos compétiteurs ont deux offres produits. Une offre produit pour l'Europe et une offre produit pour l'Asie qui peut être considérée comme un peu low cost, donc pas tout à fait aussi performante parce qu'il y a des ingrédients moins chers ou des formulations plus simples. Nous ne faisons pas ça. Donc nous mettons un point d'honneur à proposer la même solution, donc apporter les mêmes avantages qu'auraient leurs compétiteurs européens dans une solution produit. Alors un exemple qu'on pourrait donner, c'est pas encore un client, mais ça devrait le devenir en 2026, puisque dans notre processus pour terminer ou en tout cas clôturer un dossier client, il y a toute une phase d'essai industriel qui permet de valider le produit, ensuite de valider la fourniture, donc de rentrer en fourniture. Mais quand on arrive à cette étape-là, c'est qu'on a franchi beaucoup d'autres avant, donc ça me permet de dire effectivement que la probabilité d'avoir ce client-là en 2026 est élevée. Ce client, il intervient sur un marché où il a des compétiteurs, notamment en Chine, pas forcément chinois, mais filiales de sociétés étrangères, qui fabriquent le même produit que lui, dans ce qu'on appelle un segment de marché premium. Il a la volonté de s'inscrire dans ce premium. Il a des difficultés effectivement avec les technologies de peinture qu'il utilise aujourd'hui. Et donc une solution pour lui est d'utiliser notre peinture. Et donc effectivement, il a fallu un certain temps, puisque la tentation du client était plutôt d'avoir une solution économique tout en résolvant certains de ses problèmes. Il a compris que le bon compromis pour lui pouvait quand même être d'avoir notre technologie qui, même si elle était plus chère que la solution qu'il utilise aujourd'hui, lui apportait suffisamment d'avantages. Donc on a réussi à le convaincre que notre proposition de valeur était la bonne proposition de valeur. Donc en tenant une logique, quand vous avez une stratégie, première des choses à éviter, c'est de laisser tomber votre stratégie dès qu'elle devient difficile à soutenir. Toute stratégie dans le temps est difficile à soutenir, donc il faut quelquefois du temps pour arriver à la porter au terme, mais si vous l'abandonnez à la première difficulté, ça veut dire qu'elle n'avait pas de sens initial. Ça, effectivement, c'est l'erreur à éviter. Donc il faut du temps pour arriver à faire comprendre au client que la proposition de valeur que vous lui apportez, elle a du sens. Et elle a du sens parce qu'elle lui permettra d'atteindre son propre objectif. Et donc probablement, contrairement à ce qu'il imaginait, puisque le client voit d'abord le prix comme un écueil, parce que forcément, c'est la première étape que lui va devoir franchir. Il va payer plus cher un produit. Mais finalement, si ce produit lui permet d'atteindre le segment premium, ça lui permet de vendre aussi plus cher son produit final, donc d'atteindre des marchés à meilleure rentabilité, voire d'éviter de se faire sortir d'un marché par ses concurrents qui, eux, auront le produit premium. Donc la valeur ajoutée que nous lui apportons, il faut comprendre que c'est une valeur ajoutée, il la voit initialement comme un coût, et à la fin, il la voit comme une valeur ajoutée. Quand on a réussi à franchir cette étape-là, effectivement, on a tenu notre stratégie et on a atteint notre objectif et il aura atteint le sien in fine. Donc le niveau de transformation fait qu'il y a une cohérence à la fois dans la position de départ, dans le chemin parcouru, et il y aura probablement, on l'espère, la cohérence dans l'objectif atteint. Quels sont vos projets de développement à l'international et comment Alterprince s'inscrit dans cette trajectoire? Le développement international, il a commencé il y a longtemps. Quand on a commencé à exporter nos produits, on n'a pas commencé à exporter nos produits simplement à partir de la création d'Alterprince Singapour. On a commencé bien avant, même si l'export avait une part limitée dans notre activité, parce qu'on a des produits qui sont difficiles à exporter au long cours pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc l'international a toujours fait partie un peu de notre fonctionnement. Néanmoins, la création d'Alterprince Singapour a marqué une étape très significative, c'est-à-dire qu'on est passé du stade d'exportateur au stade de société à dimension, si je puis m'exprimer ainsi, internationale, c'est-à-dire qu'avec une première implantation dans une zone spécifique de notre stratégie. C'est une étape marquante, c'est une étape structurante, c'est la première mais c'est pas la dernière. On a la volonté d'essayer de répliquer ce genre d'organisation ou ce type d'organisation dans d'autres zones qu'on estime être des zones extrêmement prometteuses pour le développement de nos activités. Donc pourquoi on fait ça? Nos clients sont des industriels, on sert une clientèle industrielle et donc on a vocation à aller là où l'industrie se développe le plus fortement. Donc on conçoit des produits qui sont français, on les conçoit en France, fabrique en France, on continuera pour beaucoup de temps à les fabriquer en France pour tout ce qui est clientèle européenne, mais on est conscient aussi que si on veut pouvoir porter cette offre à l'international, il faut la porter à proximité des clients internationaux. Et Alterprince Singapour a démontré la logique de cette organisation-là. Donc c'est une première étape, il y en aura d'autres. Les zones que l'on vise principalement sont après l'Asie, l'Amérique du Sud, par exemple, puisque le Brésil est une puissance industrielle montante et dans cette même sphère, le Mexique est une entité aussi tout à fait intéressante pour nous. Et on peut même imaginer dans une autre configuration que l'ex-Europe de l'Est, avec comme cœur d'activité la Pologne, peut être une zone qui justifie également la mise en place de moyens appropriés. Donc peut-être pas forcément exactement sous la même forme que ce qu'on pourrait faire en Amérique du Sud ou en Asie, mais avec en tout cas une logique de proximité d'un certain nombre d'éléments de notre offre de service dans ce pays. Le moyen d'y parvenir, évidemment, il est toujours un peu compliqué parce qu'on a fait preuve de flexibilité et d'un sens de l'opportunité pour Singapour, mais on ne pourra pas toujours réaliser ces choses-là avec autant entre guillemets, de facilité, cas de bonnes opportunités qu'on a eues pour Singapour. Une des raisons pour lesquelles on a fait rentrer un fonds d'investissement au sein de notre groupe en 2025, c'est aussi de pouvoir mobiliser davantage de moyens parce qu'on sait très bien que ce développement demande des moyens et des ressources. Et donc, en ayant fait rentrer ce fonds, on apporte davantage de moyens et de ressources pour crédibiliser la mise en place d'un tel projet et s'assurer qu'on sera capable de le faire dans un temps relativement court. Parce que là aussi, le développement international est une opportunité, mais ce n'est pas une fenêtre ouverte ad vitam aeternam. Donc, il y a un moment d'opportunité qu'il faut savoir saisir et donc il y a un moment où il faut savoir accélérer les choses quand il est temps de les accélérer. Et je pense qu'on est clairement dans ce temps de l'accélération.